On va attaquer tout de suite avec Aurélien Nicolo, donc de Piwag. Donc Aurélien, tu m'as dit que tu voulais te présenter, donc je ne te présente pas. Voilà. Non. Tiens. Merci bien, bonjour. Donc, je m'appelle Aurélien Nicolo, j'ai 30 ans et ça fait 26 ans que je fais du game design. Alors comment c'est possible ? Mon premier jeu de société, je l'ai créé quand j'avais 4 ans et j'ai développé mon premier jeu vidéo quand j'avais 6 ans. Alors vous ne posez pas trop de questions, c'était complètement naze. Mais ça n'empêche pas que depuis cette époque, j'ai continué à faire des jeux et plus tard en grandissant, je me suis orienté vers cette formation-là. Et j'ai intégré officiellement l'industrie il y a à peu près 7 ou 8 ans. Entre-temps, j'ai eu une période de pro gaming et aujourd'hui, je suis cofondateur et directeur général de Piwag, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et il y a encore 2 ans, on est venu me chercher pour être professeur en ludologie à des Master 2. Voilà. La segmentation. Alors la segmentation, qu'est-ce que c'est ? Pour certaines personnes, c'est quelque chose de parfaitement familier. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose d'un peu flou, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble et ça va être clair pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, la segmentation du public qu'on utilise et la segmentation des jeux, c'est exactement la même, et vous la connaissez toutes. Elle est constituée de 3 grandes familles. C'est le casual gamer, le mid-core gamer et l'hardcore gamer. Alors déjà, s'il vous plaît, levez la main ceux à qui ça parle, ça, qui connaissent ce modèle-là. Logiquement, 100% des personnes devraient lever la main, sinon c'est qu'il y a un petit souci. Et tiens, par exemple, je vais faire un test, Monsieur le Président. Si je vous demandais de me définir ce qu'est un casual en quelques mots. Toi, tu prends des risques. Oui, tu prends des risques parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette classification est obsolète maintenant. Mais je pense que c'est une transition. C'est exactement ça, mais... Donc, le casual gamer, c'est... Comment tu l'expliquerais ? Ce que l'industrie te rapporte de ce que c'est, par exemple. C'est ma grand-mère, ouais. Sauf quand elle joue à Counter-Strike en réseau. Dans ce cas-là, ça devient une hardcore. Ah ouais ? Non, pardon, enfin, mon casual gaming, c'est... Non, mais je vais essayer d'être un peu constructif. Mais c'est quelqu'un qui joue en disant qu'il joue pas. Donc, par exemple. C'est ta définition. Le truc, c'est que si on demande en fait à chaque personne de la salle, on va avoir une définition différente. Moi, je propose qu'on demande à chaque personne de la salle. Je fais passer le micro. Ouais, après, c'est une question de timing, mais on peut essayer. Hein. Pour moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, c'est ma grand-mère. Sauf quand tu joues à Counter-Strike. C'est ça. C'est parfait. Le souci, voilà, c'est ça. C'est que, effectivement, si on demande à chaque personne dans la salle, on va avoir une définition différente. Moi, j'en ai préparé une petite, donc avec mes mots à moi. L'industrie me renvoie ça. Pour un casual, c'est un jeu accessible, parce que c'est à la fois donc, les jeux et les joueurs. C'est un jeu accessible nécessitant peu de temps de jeu, comme par exemple Candy Crush. Un jeu simple, un jeu facile. Le mid-core gamer, c'est un jeu avec du contenu et demandant un investissement minimum de la part du joueur. Et le hardcore gamer, ou les jeux hardcore, ce sont des jeux à la difficulté élevée et demandant beaucoup d'investissement et de temps de la part du joueur. Voilà, bon, après, c'est chacun sa définition. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est majoritairement utilisé partout. Donc aujourd'hui, je suis très content que vous soyez levés tôt, très tôt, après une super soirée hier, pour parler de ma mère. Alors, est-ce que vous voulez vraiment parler de ça ? Apparemment, oui. Donc, vu que tout le monde est d'accord, on va continuer. Ma mère, pour vous donner une idée, elle joue pas à Counter-Strike, hein. Ma mère joue à Candy Crush et aux jeux Windows. Voilà, c'est les seuls jeux qu'elle a connus dans sa vie. Et pour une petite anecdote pour vous situer où se place ma mère entre les gens qui connaissent pas grand-chose à l'industrie et les gens qui la connaissent parfaitement. En cherchant Candy Crush sur Google, elle s'est trompée de jeu. Elle y a joué pendant plusieurs jours d'affilée. Elle a terminé le jeu sans se rendre compte que c'était pas Candy Crush. Voilà, donc sur cette échelle-là, elle est en dehors. Elle est même pas dedans. Ma mère, pour l'industrie, c'est ce qu'on appelle un casual. Si je prends un profil B, qui lui joue en moyenne 5 heures par jour, voire plus, qui recommence toutes les situations où il échoue, encore et encore pour essayer de passer les endroits où il a des difficultés, qui cherche à optimiser ses actions pour qu'elles soient le plus efficaces possible en termes de jeu, ça pour l'industrie,
Ça ressemble un peu au profil d'un speedrunner, c'est ce qu'on appelle un hardcore gamer. Sauf que ce profil B, c'est ma mère, quand elle joue à Candy Crush. Et là, a priori, d'après le modèle de l'industrie qu'on utilise depuis maintenant très longtemps, bah, ma mère n'existe pas, parce qu'elle ne peut pas être dans deux catégories à la fois. Si on prend un profil C, alors spoiler alert, c'est pas ma mère, quelqu'un qui aime la compétition, les jeux demandant beaucoup de réflexes, beaucoup d'APM, donc d'actions par minute, qui aime les jeux au metagame complexe, qui demandent beaucoup de réflexion, d'analyse, et qui est un ancien pro gamer. Pour l'industrie, c'est un hardcore gamer. Sauf que cette personne-là, elle joue moins de 2 heures par jour, et pas tous les jours. Et ben là, même problème, ça ressemble vachement à un casual gamer. Et il se trouve que cette personne-là, eh ben c'est moi. En admettant que pour l'industrie ce soit possible d'avoir deux catégories opposées, d'appartenir à deux catégories opposées, ma mère et moi devrions avoir le même profil de joueur. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est là tout le problème de cette segmentation-là. C'est que, en fait, c'est là où c'est, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est du mauvais marketing, dans le sens où on essaie de rentrer des gens dans des cases, en associant des temps de jeu à des actions, des préférences. Alors que du bon marketing, ça devrait être comprendre dans quelle case les gens se trouvent déjà. Aujourd'hui, il existe des modèles alternatifs que certains connaissent, notamment le modèle de Bartle, qui est venu au monde en 99-2000, avec le test de Bartle, mais qui était appliqué au MMO de cette génération-là et qui n'est plus applicable aujourd'hui, même si le modèle est plus ou moins encore d'actualité, et qui a donné en 2010 notamment BrainX, qui est un modèle qui est utilisé pour déterminer la façon dont jouent les joueurs dans les jeux, et quels sont, en fonction de leurs attitudes, quelles sont les zones de leur cerveau qui sont activées. Donc ils ont défini différents profils, et ça a donné ça. Donc on peut dire que c'est une évolution de Bartle. Ces modèles-là, ils sont très bien, parce qu'ils permettent notamment d'avoir des KPI sur vos joueurs, et donc du coup, en regardant ce qu'ils font, vous pouvez déterminer un petit peu quel est votre public, etc. Mais leur défaut, c'est qu'ils sont empiriques, c'est-à-dire qu'on ne peut observer les joueurs qu'une fois qu'ils sont déjà dans votre jeu. Donc pour l'acquisition de joueurs, c'est un peu problématique. Pour comprendre pourquoi les joueurs viennent dans votre jeu, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, une personne peut vouloir venir dans un jeu, mais une fois qu'elle est dedans, elle fait autre chose. Ce qu'on fait chez Piwag, nous, c'est on propose une nouvelle segmentation basée sur ce qu'on appelle des critères psychographiques. Alors, psychographie, qu'est-ce que c'est? En marketing, on définit ça comme un profil faisant le panel des traits psychologiques d'un individu. Donc ça peut être son mode de vie, ses croyances, ses valeurs, etc. Et on les traduit sous forme de motivation, donc ce qui le pousse à aller vers un contenu. Donc dans le cas du jeu vidéo, ce qui motive les gens à jouer à tel ou tel jeu. Chez Wizards of the Coast, avec leur jeu magique l'Assemblée, ils ont fait cette analyse-là psychographique de leurs joueurs depuis bien longtemps. Pour ceux qui sont familiers avec ça, c'est les fameux Tommy, Johnny et Spike. En fait, eux, ils s'en servent. À chaque fois qu'ils font une extension de ce jeu-là, donc c'est un jeu de cartes pour ceux qui ne connaissent pas, un peu comme Hearthstone, mais avec des cartes physiques, quand ils font une nouvelle extension, donc ils prévoient de nouvelles cartes, ils en destinent un pourcentage pour chaque profil psychographique qu'ils ont déterminé. Comme ça, ils savent déjà à l'avance quelle carte va plaire à qui. Nous, pour les joueurs de jeux vidéo, on a identifié plus de 70 critères différents. Ce qui en fait aujourd'hui la segmentation la plus précise des joueurs de jeux vidéo de toute l'industrie vidéoludique. Au début, on a utilisé énormément de moyens différents de trouver ces différents critères-là. Tout ce qu'on a pu imaginer, on l'a testé. On s'est retrouvé avec énormément de données à trier. Et du coup, je me suis fait aider par le docteur en psychologie cognitive Nicolas El-Sayeg pour essayer de regrouper tout ça, de savoir comment on pouvait le classifier, quels étaient les points communs entre les différents critères. Et on a identifié 7 familles de critères psychographiques qui sont l'accomplissement. Alors l'accomplissement, qu'est-ce que c'est? C'est le joueur qui recherche à retirer quelque chose de son expérience, mais quelque chose qui va l'améliorer lui-même.
Par exemple, il veut jouer à un jeu qui va le conforter dans ses croyances, il veut jouer à un jeu qui va lui rapporter de l'argent, il veut jouer à un jeu qui va lui faire gagner des goodies, peut-être même des choses virtuelles. Ensuite, il y a le contenu. Ça, ce sont les gens qui sont intéressés par exemple par l'histoire d'un jeu. Est-ce qu'il y a des véracités historiques? Quel est le casting dans le jeu? Est-ce qu'il y a je sais pas, des super-héros, machin? Est-ce que, si j'aime bien Hulk, est-ce qu'il y a Hulk dans le jeu, etc. Ensuite, il y a ceux qui sont plus sur le côté émotionnel. Alors, est-ce que je veux un jeu qui va me faire rire, qui va me procurer de l'adrénaline? Est-ce que je veux un jeu qui va me faire peur? Il y a ceux que j'appelle les ludosensibles, ceux qui sont intéressés par les règles du jeu, donc le gameplay. Est-ce que le gameplay est accessible? Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est pas simple? Est-ce qu'on peut faire des expérimentations? Par exemple, c'est typiquement le cas des jeux sandbox, comme avec Minecraft. Ensuite, il y a une catégorie un petit peu particulière qu'on a appelée routine. Ce sont les gens en fait qui n'en ont strictement rien à faire du jeu. Ils veulent jouer parce qu'ils ont un trou dans leur emploi du temps. Et ils veulent l'occuper autrement qu'en s'ennuyant et en restant seuls avec eux-mêmes. Et donc, ce sont les gens qui veulent passer du temps, qui veulent se créer des petites habitudes, etc. Ensuite, il y a le domaine du sensoriel. Le domaine du sensoriel, c'est ceux qui sont intéressés par les beaux graphismes, par les belles musiques, qui veulent toucher des objets, par exemple les jeux avec figurines comme Skylanders. La réalité augmentée, elle a parfaitement sa place là-dedans. Et enfin, évidemment, le social, donc les gens qui jouent pour jouer avec d'autres, avec leur famille, en couple, avec leurs enfants, etc. Un exemple pratique, ça, ce serait le profil psychographique de ma mère. Ce qui l'intéresse dans les jeux, en réalité, c'est ça. Dire le défi intellectuel. Elle aime bien réfléchir, elle aime bien mettre ses méninges à exécution, et c'est pour ça notamment qu'elle cherche à optimiser ses actions dans les jeux comme Candy Crush, etc. Elle aime bien les jeux tranquilles, elle aime pas les jeux où il y a beaucoup d'APM, tout ça, donc elle veut, quand elle joue, elle veut se reposer. Elle veut passer le temps, parce que maintenant qu'elle est à la retraite, elle a envie de... elle s'ennuie. Elle aime les jeux au gameplay accessible et simple, faut pas que ça devienne trop compliqué, faut pas qu'il y ait énormément de données analysées. Quand on le metagame, ça, elle n'a rien à faire. Et elle veut des parties de courte durée. Ça veut pas dire qu'elle va en faire qu'une, elle va en enchaîner plein d'affilée, mais elle veut pouvoir s'arrêter au moment où elle veut. Moi, c'est plutôt différent. Moi, je suis plutôt dans le défi physique. J'aime bien tout ce qui est réflexe. J'aime bien quand il y a des éléments de progression dans le jeu. J'aime bien quand il y a du contrôle, quand je peux contrôler ce qui se passe dans l'environnement. J'aime bien quand le jeu il a une histoire immersive, quand je sens plus ce qu'il y a autour de moi, ce qu'on appelle l'état de flow. J'aime bien pouvoir vivre d'autres personnalités. Tiens, aujourd'hui je vais jouer un prêtre, je vais soigner les autres. Aujourd'hui je vais un guerrier, je vais les protéger. Aujourd'hui je vais jouer ça, je vais affronter des gros monstres, etc. Enfin, j'aime bien l'expérimentation, donc tous les jeux sandbox comme Minecraft, comme Factorio, etc. Ça j'adore. Quand il y a un système de règles, j'aime bien m'approprier ces règles pour moi faire des tests. Et enfin, j'aime bien les gameplays complexes quand on n'appuie pas juste sur un bouton. Donc, à partir de ces profils-là, vous voyez bien qu'avec la première segmentation qui est majoritairement utilisée dans l'industrie, on avait le même profil, ma mère et moi. Et avec notre segmentation à nous, vous pouvez bien voir que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et à quoi ça sert? Ça, c'est la question. Pour les développeurs, ça peut servir notamment à repenser la façon dont on conçoit les jeux. Aujourd'hui, la majorité de la conception est faite à partir de mécaniques, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, dans ce jeu, je vais intégrer telle mécanique là, généralement qui est casual, qui est hardcore, machin, etc. en plus. Bon, heureusement, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins en train de disparaître. Mais plutôt, tiens, qu'est-ce que mon joueur a envie de faire? Qu'est-ce qui répondrait à cette motivation? Pour les éditeurs, c'est aussi savoir vendre le produit à la bonne personne. Qui est mon public? Qu'est-ce qui le motive? Dans mon carnet de jeu, quel jeu répond à tel public? Donc ça permet de se recentrer et de discuter avec les développeurs par rapport à un public de joueurs. Et enfin, pour les influenceurs, c'est pour tout ce qui est recommandations. Si on connaît son public, si on sait pourquoi les gens sont là, on peut facilement leur recommander du contenu plus pertinent. Nous, chez Piwag, nous faisons un site web de référencement. Alors c'est pas un store, on vend pas les jeux, on les héberge pas, on redirige les gens vers les endroits où ils peuvent les acheter. Et on se sert de cette segmentation, en fait, on demande aux éditeurs et développeurs qui référencent les jeux chez nous pour qui les jeux sont faits. On les force à se poser cette question-là. Et ensuite, nous, on se démerde pour savoir à quel public appartient le joueur. Et à partir de là, on peut faire un matching un peu plus précis
que ce que font les stores actuels. Parce qu'il y a deux problématiques principales aujourd'hui dans la visibilité, c'est que l'industrie ne connaît pas assez bien les joueurs et les canaux de distribution ne connaissent pas du tout les jeux qu'ils vendent. Nous, on demande à la fois beaucoup plus de précision sur les jeux et à la fois de la précision sur les joueurs. Donc en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu de ne plus trop regarder pour ceux qui étaient encore utilisés cette segmentation-là de casual, hardcore, mid-core, de passer sur quelque chose d'un peu différent. Parce qu'il y a vraiment une évolution, l'évolution est nécessaire, il faut qu'on passe à autre chose. Ça ne marche plus, le public aujourd'hui est beaucoup trop large, il y a 2 milliards de joueurs sur Terre, c'est énorme, dans 5 ans il devrait y en avoir 1 milliard de plus. On ne peut pas rentrer toutes ces personnes-là dans juste 3 catégories, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ça entraîne beaucoup trop de problèmes. Donc si jamais vous êtes intéressé par notre segmentation, il y a un PDF qui est téléchargeable en français et en anglais sur notre site, dans la partie No More ou dans la fac. Vous aurez la liste de tous les critères psychographiques. N'hésitez pas vous-même à le modifier à votre convenance. Après, ce n'est pas quelque chose de figé, on parle quand même de psychologie, donc c'est quelque chose de très fluide et qui change beaucoup. Nous, c'est l'étude qu'on a réalisée, mais ça correspondra peut-être pas à votre public. Et je vous remercie pour votre écoute. Et non, je ne réponds pas de questions sur ma mère. Mais si vous avez d'autres questions, par contre, avec plaisir, il n'y a aucun souci. Merci Aurélien. Je suppose que ça va générer des questions. Je vois déjà des mains se lever. Inès, allez, je commence par Inès, honneur aux femmes. Oui, Inès Delaville, donc je suis responsable du master marketing plurimédia et consommation ici à Angoulême. Et voilà, on traite de tous les secteurs qui s'adressent à la jeunesse. D'accord. Voilà. Donc ma question elle est relative à ça, c'est-à-dire est-ce que dans votre segmentation vous prenez en compte aussi à un moment donné des publics jeunes, enfants, et le rôle des parents ou de l'interaction parents-enfants? Ça on ne le fait pas parce que déjà moi-même je ne suis pas spécialiste des enfants. Et la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'à la base, nous, on l'utilisait pour notre site web de référencement. Et le problème dans la recommandation, c'est que le parent n'est pas l'utilisateur final du jeu. Donc déjà, on n'est pas des experts en enfants. Et en plus, si on doit déterminer quel est le profil de l'utilisateur non final, c'est quelque chose qu'on essaiera de mettre en place. Mais pour l'instant, on n'a pas d'experts dans ce domaine-là. Et de toute façon, on n'a pas l'argent. Donc, oui, tout le monde nous le demande et nous, à la base, on a ressenti ce besoin-là d'un site de recommandation justement par rapport aux gens qui développaient du contenu pour les enfants. Mais on l'a orienté pour l'instant pour commencer dans le domaine qu'on connaît bien. Oui, bonjour. Bonjour. Nicolas de la société Old School Games. Je te connais. Ouais, je sais, mais bon, faut les autres non. Moi, j'aime bien les routines, moi. Je voulais savoir, du coup, comme il y a beaucoup de jeux qui peuvent s'adresser à plusieurs profils joueurs, on l'a vu au début de la présentation. Comment ça fonctionne du coup pour la description de l'application et que ça englobe l'ensemble des profils et qu'ensuite le joueur puisse être patchmaké avec l'application? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande en fait au développeur et à l'éditeur une certaine granularité dans son public cible. Alors déjà, il ne peut pas choisir tous les critères, on l'oblige vraiment à segmenter, à cibler précisément qui est son public cible. Pour la majorité des jeux, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des fois que 2 ou 3 critères qui correspondent, alors qu'un profil de joueur, ça en contient une dizaine, voire une quinzaine. Et on leur demande une certaine granularité en 3, en fait, primaire, secondaire et tertiaire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, par exemple, quand un utilisateur vote un jeu sur la plateforme, il vote ton jeu, il te dit tiens, ce jeu il est naze, je mets 1 étoile, sinon on a déterminé qu'il n'est pas de ton public cible, on compte pas son vote. En fait, on va pondérer les votes en fonction de la proximité de l'utilisateur à ton public cible. Et c'est pour ça qu'on demande de la granularité pour pouvoir pondérer plus facilement. Après, c'est peut-être pas le système efficace, mais pour l'instant, on commence comme ça, après on évoluera. Si des gens ont des suggestions, si des gens ont des retours à faire, nous, on est preneurs, On fait ça pour l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Florent de Grissac. Bonjour. J'ai fait partie d'un studio, je suis game designer. Et ma question c'est, enfin tu ne l'as pas précisé là peut-être parce qu'il n'y avait pas le temps, mais la segmentation que vous proposez, est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle a le même défaut finalement que la segmentation habituellement constituée, à savoir de ne pas permettre aux gens d'être dans plusieurs catégories, ou est-ce que comme celle de Bartle, elle est plutôt en termes de quelqu'un peut avoir tant de pourcentage de ce profil-là, plus de celui-là et de celui-là? C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'un critère, tu l'es plus ou moins, et il y a sur les 70 critères, comme je disais, il y en a une dizaine ou quinzaine qui te composent. Par exemple, ma mère, j'ai fait par rapport à ce que je connais d'elle, de son profil joueur, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus, mais moi j'en ai mis que la moitié de trucs qui me correspondent en réalité. Et surtout, ce profil-là, il est changeant en fonction du temps, en fonction de tes priorités. Tu vois, par exemple, il y a des fois, je vais avoir envie d'un jeu social, mais d'autres fois, non, je vais avoir envie d'un jeu solo. Et du coup, de cette base instable, vous arrivez à retirer quoi? Après, ça c'est nos docteurs en moteur de recherche et de recommandation qui vont se démerder pour nous faire un algorithme compétent. Ça ne sera pas parfait, on le sait, mais le but, c'est de faire quelque chose de plus précis que ce qui existe déjà. Et en même temps, si l'industrie est intéressée par ce modèle-là, ça peut que aller vers le meilleur. Et ça ne sera jamais parfait parce que, comme je dis, c'est de la psychologie, et la psychologie, c'est trop fluide, c'est jamais rigide. Merci. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, du coup. D'accord. Bonjour Alex. Bonjour. Du studio Globes. En fait j'ai une question, est-ce que c'est déclaratif? Est-ce qu'on dit ce qu'on pense Oui. être? Au début, oui. Notre premier public, c'est-à-dire nos early adopters, ils doivent se connaître. Nous, on va chercher des joueurs qui se connaissent, qui passent beaucoup de temps aujourd'hui à chercher des jeux, à créer des communautés, etc., à créer des forums où ils se recommandent des trucs. Ensuite, on va partir sur un modèle un peu plus, un questionnaire qui va aider les gens à se connaître, donc un questionnaire un peu fun, tu vois, genre quel type de gamer êtes-vous, tout ça. Ensuite, on veut tendre sur un truc encore plus simple qui est j'aime tel jeu, j'aime pas tel jeu, etc. Et donc avoir un profil. Et à la fin, on aimerait que même ma mère puisse utiliser Piwag. Et là, on est en discussion avec IBM pour intégrer Watson à Piwag pour qu'il y ait vraiment un échange beaucoup plus facilité entre l'utilisateur et la base de données. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on est en prototype, hein, on est en alpha, donc on a démarré il y a à peine quelques mois. Non, j'aime bien te voir. Oui, moi j'avais une réflexion finalement qui me vient suite à votre exposé. Et c'est une question qui a été évoquée quand le secteur de la musique a été longtemps en difficulté, avant l'arrivée d'Apple. Et je me souviens avoir réfléchi avec un certain nombre d'acteurs sur la fonction de consommation des individus, leur fonction de consommation dans la musique. Et on en était venu à la conclusion qu'on a chacun une fonction de consommation, c'est-à-dire on a chacun une équation qui est unique, et qui va correspondre à notre propension à consommer tel ou tel contenu. Et j'ai le sentiment que c'est un petit peu pareil pour les profils de joueurs. Alors, vous dites il y a beaucoup de psychologie dessus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'économétrie et de statistiques aussi. Bien sûr, ça, tout à fait, c'est sans doute une autre discussion. Mais si on pousse à son terme votre réflexion, vous allez peut-être, avec des systèmes très élaborés, des modèles très élaborés comportementaux, arriver à déterminer une fonction de consommation du joueur qui sera la vôtre, la mienne, celle des autres, et qui sera pas, je veux dire, qui pourra ne pas coïncider avec une segmentation, c'est ce qu'on aimerait trouver à la fin. Vaste ou large et très largement acceptée, quoi. C'est ce qu'on aimerait trouver, ça fait partie de notre business model. Hein. La vente de data, c'est quelque chose qu'on compte faire, justement pour l'industrie qui veulent ces informations-là. Je ne sais pas si je réponds à la question du coup aussi. D'accord, ok. Bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non. Eh bien, Aurélien, merci infiniment pour... Merci à tous.